Alors, bonjour tout le monde, ici Daniel Blouin. Je reçois aujourd'hui Julie Niquette. On est à Montréal, dans le cadre du Salon du livre de Montréal, parce que tu as écrit un livre. Oui. Mais c'est pas tant ça qui m'intéresse que ton parcours, parce que tu as fait une grosse sortie de zone dans ta vie. Tu as été avocate. Là, tu n'es plus du tout avocate. Non, je suis même Tu es plus animatrice, chroniqueuse, auteure. Peux-tu, s'il te plaît, nous résumer ton parcours? Oui, je vais essayer de te faire une histoire courte. En fait, elle peut être longue, c'est pas grave. J'ai décidé d'étudier à l'Université de Sherbrooke en droit. J'hésitais entre l'enseignement et le droit. Okay. Les deux ont accepté ma candidature, si on peut dire comme ça. Donc, j'ai décidé d'étudier en droit. Le jour 1 où j'ai mis les pieds à l'Université de Sherbrooke, je le savais que c'était pas pour moi, je le sentais dans mon fort intérieur. Okay. Mais j'étais pas très habituée à écouter mes intuitions. Donc, je me suis dit, c'est parce que tu as peur, donne-toi un an. Donc, je vais essayer. Exact. Donc, je m'en suis donné 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 10. 10 ans. Donc, j'ai étudié les 5 ans, 4-5 ans en droit. J'ai très, très bien réussi, mais c'est pas parce qu'on réussit bien qu'on aime ce qu'on fait. Exact. Donc, je suis allée jusqu'au bout de ça et j'ai pratiqué aussi pendant 4-5 ans. Là, je ne sais plus honnêtement. On dirait que on dirait que c'est la vie de quelqu'un d'autre que je raconte. C'est drôle. Tellement, c'est pas moi quand j'y pense. Mais pourquoi le droit si tu n'aimais pas ça? Bien, en fait, c'était pas une passion, là, le droit. Non, c'était pas une passion, mais je suis une fille curieuse qui lit beaucoup, qui apprend beaucoup de trucs. Donc, je sais pas, en fait, j'ai réfléchi après coup, puis j'ai compris que, dans le fond, ma mamie, de qui je suis très proche, disait de mon père, ton père aurait été un excellent avocat. Okay. Mais il n'est pas avocat? Non, pas du tout. Okay. En fait, là, il est décédé, donc il n'est clairement pas avocat, mais avant ça, il était très anxieux et tout ça, donc je pense que ça a teinté un peu sa vie, mais à la fin, il était chauffeur de taxi. Donc, ce qu'il aimait, lui, c'était voir les gens vivre plus que faire, tu sais. Donc, c'est ça. Mais ta grand-mère disait ça de ton père, puis à cause de ça, tu es devenue avocate? J'ai l'impression que oui. J'avais consulté à un moment donné dans une période de tourmente, puis la psy, il me semble que c'était une psy, avait dit probablement que tu as voulu réparer ton père d'une certaine façon dans les yeux de ta mamie. Ce que ma mamie aurait voulu qu'il fasse, j'ai décidé de le faire moi. Moi, je vais par amour pour mon papa, finalement. Je comprends. Puis ça aurait pu très bien fonctionner, ça aurait pu fonctionner pour moi. J'étais performante au travail, ça allait bien, mais on dirait que c'était plus ma tête qui travaillait que mon cœur. C'était pas mon essence, c'était pas moi. Puis, en fait, je dis à la blague, mais c'est un peu vrai, j'ai l'impression que je portais des talons aiguilles. J'avais l'impression que j'avais la garde-robe de quelqu'un d'autre, la vie de quelqu'un d'autre. Ça collait pas à ma... Exactement. C'est un costume que tu avais. Oui, c'est ça, c'est ça. J'avais l'impression que c'était pas ma place, mais plus ça avançait, plus je le sentais. Est-ce que tu étais très malheureuse? T'avais-tu des symptômes physiques? Oui, en fait... j'étais très malheureuse dans la mesure où moi, je suis quelqu'un qui est très extraverti dans mes heures, un peu introverti aussi. Mais moi, la compétition, c'est pas pour moi. Moi, j'avais envie de dire à des gens qui me payaient 200-300 $ de l'heure, parlez-vous, là. Allez vous parler, payez-moi pas, parlez-vous. Puis moi, mon père, ma mère n'auraient jamais été en mesure de payer mes services. Parce qu'il n'y avait pas ces moyens-là non plus. Fait que pour moi, aider quelqu'un, je réalisais... du monde qui n'avait pas les moyens aussi. Exactement. Dans ta tête, pour moi, aider les gens, c'était pas élitiste. C'était pas juste pour les gens qui ont un certain revenu. Je voulais aider pour aider. Alors, il y avait toutes ces réflexions-là qui ça manquait de sens pour toi. Exactement, oui, ça manquait de sens. C'est exactement les mots que j'aurais employés. Est-ce que tu étais très malheureuse ou pas vraiment? Tu étais à demi heureuse? Ah non, j'étais malheureuse. Plus le temps passait, on dirait que si tu endosses l'identité qui n'est pas la tienne, à un moment donné, ça te frappe. Ça ne peut pas faire autrement que de réaliser que chaque fois, par exemple, où je me levais, j'arrivais au travail, je comptais déjà les heures qui restaient avant de terminer. La journée? Oui, fait que la journée commençait, puis je savais qu'il me restait 12 heures, 58 minutes. Tu sais, plus la journée passe, plus tu déduis des heures, c'est très, très long. Tu pensais à ça, tu regardais ça. Là, je t'ai rendu ça, c'est un mauvais signe, ça. Oui, donc je commençais ma journée comme ça. Ouf. Et là, j'arrivais à la maison, enfin, mais là, je comptais les heures qui restent, même pas. Je me recréais une autre prison intérieure. Donc, combien d'heures il me reste avant de reprendre le travail? Il m'en reste 12. Tu pensais à ça? Oui. Donc là, c'était jamais dans l'instant présent, jamais dans qui je dois être. J'avais l'impression que je marchais dans les traces de quelqu'un d'autre. Ah, c'est triste, ça. C'est long, la vie, là. Oui, exactement. Donc, j'étais pas bien. Puis ma manière, c'était de magasiner, ma manière de me perdre ou de m'éparpiller.
Oui, c'est ça, de compenser. C'était ça. Et puis, à un moment donné, j'avais les symptômes physiques, l'anxiété qui embarque. Ouais. Moi, j'ai dit, je peux pas croire que je vais dire ça, mais j'ai dit à mon chum, je vais aller chez le médecin pour vérifier ma santé mentale. Ça m'est comme popé comme ça dans la tête. Demain. Moi, je pensais que le médecin. Penser à ça. Exact. Je pensais que le médecin me dirait, mon Dieu, Madame Niquette, c'est excellent, bravo, au revoir. Mais non, finalement, je suis sortie de là, exact. Je suis sortie de là avec un diagnostic de dépression. Puis, à rebours, quand je recule, je me rends compte que c'était pas une dépression, j'avais juste besoin de faire taire le mental, les peurs, les craintes que j'avais, qu'est-ce que les gens vont dire. De quoi? Bien, t'étais avocate? Je quitte, pourquoi? Tout le monde dit, parce que là, tu voulais quitter. Oui, fait que tout le monde dit, le droit mène à tout. Ben oui, mais ça mène où à tout? C'est quoi ça, tout? Dis-moi là, c'est où sa carte? Je vais y aller. Donc, ça mène où? Où est-ce que je m'en vais? J'avais l'anxiété dans le tapis tout le temps. Parce que tu savais que tu voulais plus faire ça. Oui. Puis faire une sortie de zone quand tu travailles à temps plein, j'avais pas d'enfant, mais quand tu travailles à temps plein, tu es anxieuse, tu veux changer de travail. On dirait que c'est une priorité, mais tu n'as pas l'esprit tranquille, l'esprit assez libre pour savoir quel chemin je prends. Tu n'as pas de GPS intérieur. Tu en as un, mais il est encombré par le trafic. Tu n'as pas le temps de penser à ça. Par le trafic mental, exactement. Donc moi, je pense que cette dépression, qui n'est pas une dépression, à mon avis... J'entends ça. Je pense que ça a permis vraiment de mettre mon cerveau au neutre, mes pensées au neutre, puis de me dire, OK, je veux quoi? Puis la personne qui m'a aidé le plus là-dedans, c'est un jour mon chum qui a dit, mais toi, Julie, tu veux quoi? Puis j'avais, je sais plus, je pense que j'avais 24 ans, j'en ai 32 maintenant. Puis c'est comme si on m'avait lancé en bas d'une falaise. Tu t'avais poussé en bas. J'ai fait, mais je veux quoi? Je veux quoi, moi, dans le fond? Parce que là, j'étais à me dire, je demandais à ma marraine, tu me vois faire quoi, toi? Là, tu demandais mon chum, tu me vois, mon père, mes amis. Toi, tu me vois faire quoi? Parce que toute ma vie, finalement, j'avais fait ce que je pensais qu'on attendait de moi pour être aimée, pour sortir du lot, pour... Et là, c'est fort, ça. Tu demandais aux autres, vous me voyez faire quoi? Fait que je retournais dans le même pattern de celle qui avait décidé d'étudier en droit pour sortir du lot dans sa famille, pour être aimée, pour avoir assez d'argent, pour aider les gens qui m'entourent. Ça paraissait bien. Mais en même temps, quand j'étais avocate, j'étais gênée de dire que j'étais avocate. J'étais celle qui se tenait avec les secrétaires. Parce que je l'ai trouvée intéressante. On m'avait déjà dit, tu ne devrais pas faire ça, tu devrais te tenir avec les avocats. Mais bon. C'est pas une blague, là? Non, c'est pas une blague du tout. Pour de vrai? Donc, je voulais pas non plus qu'on m'appelle maître. Maître quoi, là? Mais ça, c'est moi. Ça me fait toujours rire, moi aussi. C'est ma perception, mais maître de quoi? Maître de ma vie, mais appelle-moi pas de même. Parce que je suis pas maître de ma vie. Non, pas en ce moment, en tout cas pas dans ce moment-là. Donc, il y a eu une grande réflexion. J'ai consulté plein de gens. Est-ce que tu as arrêté de travailler parce que tu étais en dépression? J'étais en dépression parce que, honnêtement, un arrêt de travail du médecin? J'étais en arrêt de travail. Mes patrons étaient super ouverts. Ils ne l'avaient pas vu venir pantoute parce que j'étais la même fille joviale et tout ça en apparence. Mais au fond de moi, c'était le vide, l'anarchie en même temps, c'était le vide puis le plein de pensées négatives. Est-ce que tu disais, je suis juste fatiguée, j'ai juste trop de travail? Est-ce que tu pensais ça? Non. Tu savais que tu n'aimais pas ça, c'est ça? Oui, je le sentais. Puis quand je me suis posée, quand j'ai posé mes valises, j'ai eu 6 mois en fait de congé, je ne savais pas en tout où je m'en allais. Mais j'ai rencontré plein de gens, des psys, des orienteurs, tu te cherchais, plein de tu gens, voulais trouver... Je pourrais faire une liste. Je pense que mes REER dans ce temps-là ont passé là-dedans. C'est vrai. Mais puis à un moment donné, je disais toujours que je rêvais de travailler dans le monde du livre. Mais tu sais, des fois, on dit des choses comme ça. Puis tu disais ça au monde de ton entourage? Ben oui. Parce que moi, ma passion, c'est de lire. Puis mes bibliothèques croulent tellement j'ai des livres. Et puis, c'est ça, j'ai senti l'intuition à un moment donné d'appeler une amie en lui disant, si tu cherches des gens pour travailler au Salon du Livre, elle travaillait aux éditions Le Dauphin Blanc, appelle-moi. Tu sais. Elle dit, ça donne drôle, il manque une personne. Bon, je suis allée. Et puis... je me suis levée avec cette intuition aussi que quelqu'un m'offrirait un travail ce jour-là. Et puis ça a été effectivement le cas. À la fin de la journée, quelqu'un m'a donné sa carte d'affaires, un éditeur, en me disant « On m'a dit que tu rêves de travailler dans le monde du livre, appelle-moi. » Donc, je pense que je l'ai appelé 2 jours plus tard, en comptant les minutes et les heures, mais avec joie et bonheur, que j'attendais que le Salon du livre se termine. Là, tu calculais les heures, mais pas parce que pour les bonnes raisons. Alors, je suis allée le rencontrer. Et puis, c'est à ce moment-là qu'officiellement, j'ai quitté le barreau. J'ai laissé tomber l'ordre, le maître, le droit. c'est assez.
Je suis devenue attachée de presse dans le monde du livre. Mais par bonheur ou par tristesse, l'entreprise a fermé au bout d'une année. Et puis là, je me suis retrouvée au chômage, mais ça, c'est des cadeaux mal emballés. Mais là, ce que tu disais, quelle erreur j'ai faite dans la vie d'arrêter d'être avocate, qu'est-ce que je fais là? J'aurais jamais dû faire ça. On dirait que c'était une délivrance, en fait. Autant que la première fois où on m'a offert la plus grande job que je pouvais avoir à titre d'étudiante en droit, une job extrêmement payante, et que je l'ai laissé tomber au bout de quelques mois quand j'étais toujours étudiante en droit. Là, les gens me disaient « Mais qu'est-ce que tu as fait là? Quelle idée? » Il y avait encore des gens à ce moment-là qui se demandaient « Qu'est-ce qu'elle fait, Julie? Où est-ce qu'elle s'en va? » Mais c'est ça. Donc, j'ai eu 6 mois de chômage après avoir été attachée de presse. C'est ça, en plus, tu quittais un job avec un gros salaire. En tout cas, un bon salaire par rapport à d'autres, j'imagine. Mais il y a une perception que quand on est avocat, on gagne beaucoup d'argent, mais c'est pas toujours vrai. Exact, ça, parce que, à moins que mes statistiques soient plus à jour, parce que ça fait quelques années maintenant, mais il y a 26 000 avocats au Québec. C'est beaucoup d'avocats par citoyen, ça. Donc, c'est pas tous les avocats qui sortent du lot et puis qui ont un penthouse au Ritz. C'est un mythe de penser ça. Exact. Tu sais, ça allait très bien, là. Ça, c'est vrai, faut pas dire le contraire. Non, pas du tout, mais tout ça, c'est relatif. Exact. Donc, j'ai décidé de devenir chroniqueuse littéraire. L'entreprise ferme où tu étais attachée de presse. Et là, tu décides de devenir chroniqueuse littéraire. Alors, comme ça. Oui. Tu as décidé que tu étais une chroniqueuse littéraire. J'avais ouï dire, en fait, par Mark Fisher, que je connaissais pas à ce moment-là vraiment, mais que j'avais entendu dire... Un auteur très connu au Québec. Oui, exactement, qui avait dit « Trouve une passion, puis essaie d'en vivre. Puis moi, ma plus grande passion, c'était lire. Alors, j'ai décidé de me lancer parce que comme attachée de presse, des fois, il fallait que je vende aux médias des livres de chasse et pêche. En tout cas, ça t'intéresse pas. Est-ce que j'ai l'air d'une chasseuse? Non, pas tant. Non, voilà. Et puis, donc, j'ai décidé de devenir chroniqueuse littéraire en me disant, je vais essayer de vendre les livres qui me passionnent. Qui t'intéressent. Je trouve que c'est la meilleure Mais là, tu n'avais pas de contrat, personne qui te payait pour être chroniqueuse littéraire. Tu as décidé que tu devenais. Oui, c'est ça. C'est bon. Alors, c'est un bon truc souvent, ça. Un des trucs, au début, c'est d'être prêt à le faire pas payer. Exact. Des fois, les gens veulent les grosses jobs au Journal Le Québec, entre autres, mais il faut d'abord avoir fait, à mon avis, ses galons, puis avoir de l'expérience, faire sa plume aussi. Et puis, donc, j'ai commencé, toujours avec des intuitions, à écrire à un magazine ou à un autre. J'en parle à plus de gens possible. Puis à un moment donné, quelqu'un dit, moi, je cherche justement ça. Tu lançais plein de lignes partout, là, pour être chroniqueuse littéraire. J'allais à la pêche. Je ne suis pas chasseuse, mais je peux être pêcheuse à l'occasion. Alors, c'est ça, c'est ce que j'ai fait, et puis ça a fonctionné. Donc, là, aujourd'hui, tu es chroniqueuse littéraire? Oui, c'est ça. À temps plein ou en fait, ça, à la pige? Comment ça? Moi, je suis quelqu'un qui a de la difficulté avec la routine. Alors, je ne peux pas faire la même chose tout le temps. J'écris pour plusieurs magazines. Et puis, à un moment donné, je vois sur Facebook Joël Monzé, qui est docteur en neurosciences, qui dit « Je lance une émission sur les ondes de TV Cogeco animée par Louise Deschâtelet. On va être un panel, blablabla. » Il raconte tout ça. Moi, j'ai l'élan, je ne le connais pas du tout à ce moment-là, j'ai l'élan de lui écrire en lui disant « Tu sais, c'est excellent, 1 heure de show sur la santé comme ça, une liste d'émissions, mais souvent, les invités restent sur leur faim, les téléspectateurs aussi. Ça serait bien une chroniqueuse littéraire. » Fait que là, il m'écrit tout de suite « Non, on a déjà notre équipe, c'est impossible. » Puis OK, j'ai lancé ma ligne, ça marche pas, ça marche pas. Le lendemain matin, j'ouvre mon Facebook, Vive Facebook. Il me dit « Oui, on va te prendre. » Comme chroniqueuse littéraire à la télévision maintenant. Exactement. Alors, je suis devenue chroniqueuse littéraire sur l'émission de Louise Deschâtelet, qui est très connue au Québec. Oui, une animatrice comédienne très connue au Québec. Depuis des années. Qui dure dans le milieu comme pas une, là, qui écrit dans le Journal de Montréal, un journal très connu aussi. Et puis, de là, le producteur de l'émission, le coproducteur, Christian Fournier, réalise que j'ai un certain talent en communication, il faut croire, et me demande d'animer une émission qui s'appelle Rendez-vous. Donc maintenant, j'anime aussi... De l'animation... J'anime aussi... littéraire, non? Dans les Laurentides. J'ai eu une émission littéraire aussi. Entre-temps. Merci de me le rappeler. Et puis celle-ci, c'est vraiment de mettre en lumière les gens qui font une différence dans la région. Des commerçants passionnés, des organismes communautaires. C'est ça, en fait. Puis moi, ce que je réalise... Tu sais, on parle beaucoup de la mission de vie. Je ne sais pas c'est quoi ma mission de vie.
Mais une des affaires qui m'allume le plus dans tout ce que je fais, donc écrire pour les magazines, mon livre, c'est ça, parce que tu as écrit un livre aussi. C'est de mettre les gens en lumière. Parce que souvent, quand on n'est pas connu, je sais ce que c'est, on n'a pas de visibilité. Souvent, dans les médias, on invite les gens connus. C'est toujours les mêmes. Mais c'est pas parce que tu es connu que tu as quoi quoi dire. Tu sais, tu travailles avec plein de gens connus. Des fois, c'est une cassette, comme un politicien qui revient. Puis je dis rien contre, c'est juste qu'on les invite souvent sur plein de réseaux, donc ils ne peuvent pas se réinventer toujours d'une semaine à l'autre, là. Mais en fait, mon point, c'est que des fois, même quand on n'est pas connu, on a un message très grand à livrer ou très petit qui peut faire une différence chez les gens. Ça peut être plus que des gens connus aussi. Exactement. Donc, avec l'émission Rendez-vous dans les Laurentides, on peut le voir sur les réseaux sociaux, sur TV Cogeco Laurentides. Ça s'appelle, on c'est voit quoi ces entrevues-là. Rendez-vous. Rendez-vous. OK. Donc, c'est quelque chose que la vie m'a amené parce que finalement, j'ai fait de la place. Parce que si j'avais encore été avocate à temps plein, mais à temps plus que temps plein, quand tu travailles, tu commences ta journée, tu ne sais pas quand tu as fini, j'aurais jamais eu le temps pour des vrais oui en dedans. Quand on dit oui à des gros noms en dedans, on n'a jamais d'espace dans notre espace-temps, dans nos 24 heures par jour, pour faire quelque chose qui nous appelle vraiment. C'est vrai. Donc, des fois, il faut faire des petits changements pour qu'il y ait quelque chose que la vie... Pour pouvoir sentir quelque chose. Exact. Donc, moi, j'ai eu le bonheur, finalement, d'avoir une dépression pour que ça fasse taire mes pensées, mon mental. Exactement. Mais on n'est pas obligé de se rendre là. Exact. Donc, si ta passion, c'est de peindre, bien, lâche Facebook si tu perds ton temps, puis prends un cours de peinture. Commence à quelque part. Si ton rêve, c'est d'écrire... Écris une page. Au moins une page. Ou va à un atelier d'écriture, lis des livres, fais ta plume, écris un journal intime. Tu n'as aucune idée où ça va te mener, souvent. Des fois, c'est justement, il faut le faire parce que c'est un élan du cœur, parce que c'est plus fort que nous, parce que c'est vital, au lieu de tout le temps juste se dire, ben je vais faire des chroniques si c'est payant. Bien, ça devient payant quand tu as un CV en matière de chronique, peut-être. Ou parce que les gens sentent tellement que tu es sur ton X qu'ils vont t'appeler pour faire ce que tu fais. Exact. C'est de se mettre soi-même sur son X pour que les autres voient que tu es sur ton X. Mais ma morale à moi, c'est vraiment de se laisser du temps, de l'espace mental. Si c'est 5 minutes par jour pour s'arrêter et pour réfléchir, c'est déjà ça. Comme parent, des fois, c'est difficile, mais des fois, je parle de Facebook. Moi aussi, je peux éviter des affaires en niaisant sur Facebook. Mais dans ce temps-là, je ne suis pas en train de faire ce que j'ai à faire dans la vie. Je suis pas en train de réfléchir, je suis en train d'éviter d'être exactement où je devrais être. Exact. Et si on parle d'argent, tu gagnais quand même de l'argent comme avocate. Oui. Est-ce que tu avais une insécurité financière? Est-ce que tu étais en l'argent? Comment je vais faire pour vivre? Parce que c'est souvent le premier frein. J'avais cette insécurité-là, mais c'était plus fort que moi. Je savais qu'il fallait que je fasse le move. C'est une question de vie ou de mort? Oui, en fait, c'est vrai. C'est même presque vrai. Et puis, j'avais pris la décision. Puis j'avais dit à mon père, papa, je vais le laisser tomber. Il m'a dit, tu peux pas faire ça, tu vas tout perdre. Oui, c'est ça. Les autres, ils disaient quoi? Là, ça, c'est tout perdre. Tout perdre. Jamais dire ça à quelqu'un de moindrement anxieux en période de changement. Là. Tout, là, ça veut dramatique. Dire perdre l'amour de ma famille, perdre ma dignité, c'est mourir. Tu meurs. Tout. C'est tout. La vie. Tu perds la vie. À ce moment-là, je recule, mais j'étais vraiment... je me suis remise en question. Mais ce que je comprends là-dedans, c'était que mon père voulait que je mette un frein sur ma réflexion pour m'arrêter et réfléchir. Il voulait que sa fille soit en sécurité et qu'elle prenne la bonne décision. Exactement. Donc, c'est un geste d'amour. Tu sais, des fois, on dit que c'est des briseurs de rêves, mais c'est pas ça. Non, mais ils font pas exprès pour... Mais c'est qu'eux autres le feraient peut-être pas. C'est sûr. Alors, financièrement, ça a été un choix plutôt difficile. Aujourd'hui, est-ce que tu gagnes moins d'argent, peut-être? Je gagne un est-ce peu que ça te moins, manque? Mais je ne vais plus magasiner. Donc, ma tenue en témoigne. Je l'entends tellement souvent. Je fais moins d'argent, mais je n'ai pas besoin d'automne. J'ai pu acheter de livres parce que j'en reçois gratuitement. Tu sais, quand je ne pouvais pas aller en voyage, je regardais ma bibliothèque et je savais exactement pourquoi j'avais un teint blême de même. C'est parce que j'investissais tout dans des vêtements puis dans des livres. Donc là, maintenant, je les ai... T'as plus de talons aiguilles? J'ai plus de talons aiguilles. Plus de veston, plus de... Exactement. Ça coûte moins cher de linge et de livres. Puis je trouve que il y a quelque chose qui... Comment dire? Avoir un salaire plus élevé, des REER ou un fonds de pension, ça achète jamais la joie d'être exactement où on doit être aujourd'hui. Là, j'ai 32 ans, c'est ce que je fais. Puis je fais de la consultation aussi avec le profil Nova, qui est un outil psychométrique absolument puissant que j'ai rencontré et réalisé il y a 1 an.
Okay. Et si j'avais su tout ce que j'ai découvert à travers cet outil-là, jamais j'aurais été étudiée en droit. Avoir su à l'époque, avoir fait ce test-là. Parce que j'avais pas cette personnalité pour fitter là-dedans, puis je le sentais pas non plus, que le droit, c'était pour moi. Alors maintenant, cet outil-là, je l'offre aussi, tu fais ça aussi en consultation parce que ça m'a tellement été bénéfique que je me dis, je ne peux pas garder ça silencieux de même dans un bureau. Faut que je propage. Il faut que je répande la bonne nouvelle. Non, je comprends. Donc, c'est ça. Toute la sécurité financière, c'est juste pour se faire croire. C'est juste une illusion du mental pour rester là. Mais là, jeter l'encre. Là, tu n'as plus de fonds de retraite? Non. Du bureau d'avocat, je ne sais pas trop. Les assurances? Non. Tout ça, là? Non. Mais pourtant, j'ai jamais été aussi heureuse de ma vie. J'ai plus de pensée de mort. J'en ai déjà eu tellement j'étais à bout d'être quelqu'un d'autre que moi-même. Et puis, tu vois, il y a 12 mois, 13 mois, mon père est décédé d'une crise cardiaque. Il a été extrêmement anxieux toute sa vie. Et puis, ce jour-là, le 9 septembre 2013, ça a vraiment fait en sorte que je me suis dit, OK, là, honore la vie que tu as en toi. Honore ta vie, puis fais tout ce que tu peux. Ça peut paraître cliché, mais mon père, la veille, il était vivant, puis il était anxieux pour plein d'affaires. Il n'avait pas raison d'être anxieux. Fort, le lendemain matin, il est décédé. Donc, toutes ces anxiétés-là qui n'ont pas de fondement, ça a-tu valu la chandelle ou pas, tu sais? Avoir su qu'il mourrait. Arrête de niaiser. C'est ça. Là, tu vis ou tu vis pas. Mais là, tu n'es plus entre les deux. Tu n'es pas sur une ligne où tu fréquentes les deux avenues, là. Tu vis ou tu vis pas. Tu décides. Exactement. Fait que, actuellement, là, je manque pas de travail, je manque pas de nourriture, je manque pas d'amour, je manque pas de plaisir, de joie à faire tout ce que je fais. Puis tu me disais même tantôt que tu as de la difficulté à croire que tu es payé. Ah oui, ça, là. C'est quoi tu m'as dit, non, il me semble que des fois, à temps plein, je me pincerais de réaliser que quand je fais mon rapport d'impôt, tout cet argent-là, sans exception, est fait en faisant exactement ce que j'ai envie de faire à ce moment-là. Tu as de la misère à croire quand tu vois ça. Oui, il ne faut pas que je le dise à mes contrats parce qu'ils pourraient dire ben je te paye plus, fais-les gratis. C'est le fun que ça. Mais il y a quelque chose là que tu gagnes 100 000, 200 000, 30 000, 50 000, peu importe. Si tu le fais en faisant exactement ce qui te drive dans la vie, tu te lèves le matin, tu es contente de t'habiller en mou puis de traverser dans ton petit bureau. Travailler en mou. Donc, si c'est ça, ben tu as déjà gagné, là. Puis en créant tout cet espace-là, ben ça peut juste créer du nouveau. Puis c'est pas toujours parfait, c'est pas toujours facile. J'ai des craintes, moi aussi. Mais quand je commence à en avoir, là, mon côté ésotérique et spirituel embarque, je m'assois puis je médite. Je m'arrête une demi-heure, je médite. Parce que là, ça se passe juste dans ma tête, ça se passe plus dans mon cœur quand je commence à angoisser. Exact. Puis là, quand je m'arrête, je laisse plus le trafic, finalement, mental m'envahir. Je laisse passer le trafic, tu le vois puis je recommence. Exactement. Quand l'angoisse me pogne, je sais que c'est mon mental qui est en train de me jouer. T'es consciente. Tu n'as pas assez de REER, Julie. Tu devrais avoir une auto beaucoup plus stimulante que ça. Tu devrais. Tu devrais. Tu devrais avoir une carrière beaucoup plus fixe. Stable, tu devrais avoir moins de variété dans ce que tu fais. Une vraie job. Une vraie job. Mais c'est quoi une fausse job? C'est quoi une vraie job? Moi, ceux qui me disent ça, c'est souvent parce qu'ils n'ont pas une vraie job. Celle qui fait oui en dedans, celle qui donne le goût d'en parler tout le temps, celle qui donne le goût de te lever le matin. Exact. J'ai rien d'autre à rajouter. Histoire très inspirante. Félicitations. Merci. Félicitations d'avoir réussi à faire une aussi belle sortie de zone. Merci. Parce mais que tu n'as pas de l'air à le regretter aujourd'hui. Non, je ne le regrette pas. J'étais au Salon du Livre de Montréal avec Daniel Blouin, le maître des sorties de zone. Et puis, j'aurais jamais cru un jour que je serais au Salon du Livre. Je l'ai été comme lectrice, je l'ai été comme attachée de presse. Le jour où je l'ai été comme auteur, j'ai vraiment pogné de quoi. Il me semble qu'à l'entrée, j'aurais aimé ça avoir des gens qui m'applaudissent. Bravo, Julie, tu as réussi. J'aurais aimé ça qu'on me fasse une ovation. Avec le recul sur ce que tu vivais avant, comme avocate. Oui, exactement. Donc, c'est juste à cause qu'un jour, j'ai décidé de sauter dans le vide, que j'y ai cru, que là, tout ça arrive. Si on ne fait pas le premier pas, si on fait juste dire, il me semble que j'irais dans le sud. Il me semble que j'appellerais Christine Michaud pour lui dire à quel point je l'aime. Il me semble que j'interviewerais Daniel Blouin. Si on est toujours en train de parler au conditionnel, on ne fera jamais rien au présent. Là, on fera jamais rien. Là. Fait que c'est quoi le premier pas qu'il faut faire? Bien, c'est celui qui pousse en dedans. On a peur, mais on n'en mourra jamais. La peur est automatique.
Oui. Elle vient automatiquement avec. Oui, il faut puis juste le savoir. Si c'est de s'adresser à quelqu'un qu'on aime pour avoir un mentor, la première chose qu'on pourrait faire, c'est de leur dire « Hey, sais-tu quoi, Daniel? Ça me stresse un peu de te rencontrer, mais je suis très contente. » Puis dès qu'on nomme cette peur-là, il me semble qu'elle a moins d'impact, puis elle s'en va se promener. Puis là, on peut être qui on est. Très inspirant. Merci beaucoup. Merci et longue vie à tes prochaines sorties de zone. Merci. Si t'en as d'autres. Aux tiennes aussi. T'es très gentil. Il va en avoir d'autres, moi aussi. Nous, on se revoit bientôt pour une nouvelle sortie de zone. Bye.